à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau Buzz TV diffusé sur Figaro TV. Et pour m'accompagner aujourd'hui, la gracieuse Sarah Lecoeuvre, comme tous les jours. Ça va, Sarah? Ça va, en Et forme. notre invité du jour, dont le visage est désormais connu de tous les Français, sa personnalité et son savoir-faire l'ont mené au firmament de la cuisine française, faisant même de lui l'un des porte-parole des restaurateurs durant la crise du Covid, figure des émissions culinaires de M6. Il est sans doute, avec Cyril Lignac, l'un des chefs les plus populaires de la télé. Et s'il est avec nous aujourd'hui, c'est pour le très attendu lancement de la nouvelle saison de Top Chef. Bonjour Philippe Etchebest. Bonjour. Merci d'être avec nous, on est ravis de vous avoir. C'est demain, lancement de la saison 16 de Top Chef. On attend ça avec impatience, qui est le concours culinaire qui est devenu la référence du genre, il faut le dire, en France. Alors, lors de son lancement en 2010, puisque c'est la 16e saison, vous n'étiez pas encore dans l'aventure, Philippe, et pour cause, M6 vous avez contacté d'abord pour Cauchemar en cuisine, et en fait, vous déclinez, vous voulez absolument pas y aller. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi, à l'époque, vous voulez pas le faire? Je sais pas, ça m'intéressait pas trop, et puis c'était aussi la manière d'aborder le sujet au téléphone qui me plaisait pas trop. C'était un peu comme ça, c'était pas clair. Mal présenté. Ouais, j'ai dit non, écoutez, ça m'intéresse pas, et puis j'ai raccroché. C'est passé comme ça, en fait, c'était assez violent. Ah ouais, c'est C'était qui votre interlocuteur, vous vous en souvenez? C'était Sybille de Briançon, qui était casteuse à l'époque, et puis il y avait Mathieu Bayle aussi. Mathieu Bayle qui est parti. Bien sûr. Et voilà, ça a été très rapide, en fait. Et qu'est-ce qui vous a fait changer d'avis? Ils m'ont rappelé une semaine ou 2 semaines après, je crois, en m'expliquant un peu mieux, en étant un peu plus précis aussi. Voilà, on va faire ça. On a besoin de quelqu'un comme vous. Alors c'est toujours pareil. J'ai dit, écoutez, vous ne me connaissez pas, de quoi vous parlez, quoi. Je veux dire. Puis ma femme à côté qui me mettait des coups de coude, elle me fait arrête. Baisse d'un ton. Et puis elle me dit baisse d'un ton, et puis essaye, tu verras. Et puis voilà, puis je suis parti dans cette aventure avec des conditions quand même. C'était de ne pas jouer un rôle et pour le coup de raconter l'histoire. Mais finalement, à la fin, quand j'ai analysé la chose, c'était d'aider des gens sur le fond. Et ça me plaisait plutôt. Voilà. Humain, d'aider au-delà du resto. C'est ce qui m'a décidé à faire cette émission. Mais une fois de plus, sous condition de raconter l'histoire, de dire la vérité et d'être moi-même, quoi. Voilà. On sait que ça s'est beaucoup démocratisé aujourd'hui, Philippe, mais est-ce qu'en 2010, le lien, comment les chefs voyaient la télé? Est-ce qu'ils s'en méfiaient un peu, la cuisine et tout? C'était pas encore démocratisé comme ça l'est aujourd'hui, on le sait, mais il y avait une méfiance. Ah oui, complètement. C'est vrai qu'on avait un regard par rapport à ça assez... pas très rassurant, en fait. Méfiant, voilà, c'était méfiant. Voilà, c'était ça. Et c'est vrai que moi, quand je me suis lancé là-dedans, j'ai pas imaginé finalement le message que j'aurais pu faire passer, en tout cas l'image que j'aurais pu renvoyer de la cuisine. C'est après coup, quand j'ai reçu des messages d'autres chefs qui m'ont dit c'est super ce que tu fais, tu renvoies une belle image. Puis surtout avec le titre de meilleur de France, vous voyez, j'ai pas percuté, je me suis pas projeté, ce qui fait que j'ai fait les choses normalement. Et tant mieux, ça a eu plutôt un retour positif, mais j'aurais pu aussi renvoyer quelque chose de négatif vis-à-vis de la profession, surtout à travers Cauchemar en cuisine, qui était quand même, c'est quand même un peu touchy, quoi, quand on regarde. C'est vrai que... Surtout l'émission Gordon Ramsay originale, effectivement, il ne va pas avec le dos de la cuillère, c'est sûr, pour reprendre une métaphore culinaire. On va parler en un instant de la nouvelle saison de Top Chef. On évoquera aussi les Cauchemars en cuisine qui se poursuivent. On parlera également de vos projets, de vos restaurants. Philippe, ce sera juste après les news médias de Sarah Lecoeuvre. Et on est Marseille News avec le Mercato, ça y est, c'est parti, là, ça bat son plein. Marc Fauvel, notamment de France Info, est en partance pour BFM TV. Et oui, la chaîne Info a officialisé hier, le matinalier de France Info quitte le service public pour rejoindre le groupe média de Rodolphe Saadé pour prendre les commandes d'un nouveau rendez-vous de l'information, c'est ce que dit le communiqué. Alors selon nos informations, il reprendrait les commandes de la matinale à la place de Christophe Delay et Adeline François. Christophe Delay, lui, qui pourrait rebondir sur TF1 pour prendre la suite, de Jacques Legros, qui aurait décidé de prendre sa retraite à la fin de l'année. Je vous dis, le mercato ne fait que commencer. Ah, ça fait que commencer. Chez vous, il a commencé tôt dans le groupe M6. Il y a le transfert de l'année, du siècle, certaines disent, l'arrivée de Cyril Hanouna à M6. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous en réjouissez? Vous le connaissez? Vous avez déjà été 2-3 fois sur son plateau? J'étais sur Touche pas mon poste, au tout début de Cauchemar en cuisine. Je l'ai fait une fois. Après...
C'est une bonne nouvelle ou pas qu'il arrive sur M6? W9, hein, techniquement. W9 sur W9. Alors, franchement, moi, j'ai pas à juger ce que fait M6, c'est eux qui décident. Hein. Vous savez, je vais vous dire un truc, je suis très en retrait paradoxalement du monde de l'audiovisuel et tout ça. Mon métier, c'est cuisinier. Et ce qui m'importe beaucoup, déjà, ce sont mes établissements, mes équipes, tout ça. Après, la télé, c'est une parenthèse pour moi. Je m'amuse beaucoup. C'est super, vraiment ce que je fais, j'adore. Mais je me sens pas... comment dirais-je, vraiment... dans une chaîne. Ouais, dans une chaîne. Comme animateur. J'ai du mal quand on dit de moi que je suis animateur. J'ai du mal avec ça. Je me considère pas du tout comme animateur. Vous êtes une figure d'M6. Ouais, mais c'est paradoxal, mais pour moi, je suis très détaché de ça. Donc, ce qui s'y passe, franchement, vous êtes plus éloigné. Donc, c'est pas comme Karine Le Marchand qui appelle à la vigilance. Vous dites. Moi, je m'en fous, si vous saviez. D'ailleurs, vous regardez même pas vos émissions, il paraît. C'est vrai parce que les émissions, elles passent le soir, et puis le soir, moi je suis au service et je regarde pratiquement pas la télé. De temps en temps un match de rugby, le samedi après-midi, vieux du bébé, si je joue pas à Bordeaux, mais ça s'arrête là, quoi. Alors on continue, Sarah, avec les larmes de Miss France. C'était dans 50 minutes Inside. Oui, ce week-end sur TF1, Angélique Cangarni-Philopon répondait aux questions d'Isabelle Iturburu et elle est revenue sur la vague de commentaires qu'elle reçoit depuis son élection le 14 décembre dernier et qui ont redoublé depuis qu'elle a un peu dérapé sur Charlie Hebdo en début d'année. Mon seul tort, dit-elle, c'est d'avoir une couleur de peau qui ne plaît pas. En fait, c'est violent parce qu'au-delà de la couleur de peau, a réagi l'intéressée tout en se coupant parce qu'elle était prise par l'émotion. J'ai lu de Elle ressemble à un homme, à un singe, des trucs tellement violents. Je suis dans cette bataille et me dire que je sais qu'ils n'ont pas raison, ça fait tellement mal. Voilà ce qu'elle a expliqué. Faut pas regarder tous ces réseaux sociaux, c'est sûr. C'est compliqué. Vous regardez pas vous les réseaux sociaux. Alors là, c'est pareil. J'ai beaucoup de recul par rapport à ça. Franchement, faut faire attention, faut se protéger de ça aussi. Et quand bien même qu'on puisse en lire. Se dire que c'est certainement une minorité aussi, mais c'est dommage d'en arriver là, quoi. Mais ça fait mal, effectivement, notamment quand c'est à couleur de peau. Vous avez souffert, votre image de gros dur, de chef un peu gueulard, etc. Ça vous est arrivé ou pas? Mais pas du tout, je m'en fous. Les gens disent ce qu'ils ont envie de dire, ça m'est égal. C'est leur problème, c'est pas le mien, moi ça va, je vais bien. Surtout, vous avez dit, j'ai jamais cherché à plaire. Donc, non, de toute façon, en plus de ça, je ne cherche pas à plaire. Vous en fichez, en fait. Non, je m'en fous. Voilà. C'est dit, c'est fait. Voilà. Sarah, c'est terminé. Les news médias sont terminés. On aura dès demain, on passe au grand entretien du Buzz TV. On va évidemment parler de Top Chef avec Philippe Etchebest. La saison 16, c'est demain, 21h10. Ne manquez pas ce lancement sur M6. Vous entamez votre 11e saison en tant que chef référent. Comme Hélène Darroze, vous étiez arrivés en même temps. On retrouvera aussi Glenn Vielle et Stéphanie Lequelec. Alors, vous allez constituer vos brigades, évidemment, avec vos candidats. Dans quel état d'esprit vous abordez cette saison, Philippe? Et vous avez oublié Paul Perret. Oui. Et Paul Perret, pardon, c'est vrai. Il y a Paul Perret. Bien sûr, je me suis dit. Bien sûr, Paul, je suis désolé, j'ai complètement oublié. C'est Dominique Crène qui est parti cette année et qui n'est plus avec vous. Quelle place elle tient à la fois dans votre cœur et dans votre vie de chef tous les ans, puisque maintenant c'est récurrent. Elle a une place à part dans votre vie de chef qui est bien remplie, par ailleurs, vous l'aviez dit. Vous parlez de qui? De Top Chef. Ah, de Top Chef. De l'émission Top Chef. De l'émission Top Chef. Quelle place elle tient dans votre cœur et dans votre planning? Vous avez l'impression de parler de ça? Non, comme une femme, comme une épouse. C'est un peu ça. Donc, bah oui, j'étais pas sur l'émission. Comme une maîtresse que vous trouvez tous les ans. Alors, un peu. Oui, alors c'est un espèce de rendez-vous qu'on a maintenant avec mes copains et mes copines du monde de jury, où on a cette espèce de parenthèse où on se retrouve, on passe des moments incroyables, déjà entre nous, mais aussi aux côtés de jeunes cuisinières et cuisiniers talentueux. Et on a toujours nos lots d'émotions chaque année, de surprises, d'étonnements. Et c'est un vrai plaisir de se retrouver à chaque fois. En fait, on a l'impression que Top Chef ne nous quitte jamais, parce qu'entre le moment où on termine le tournage, la promotion, la diffusion, en fait, on a l'impression
Ça roule tout le temps. Tout le temps, toute l'année. Finale que vous là, vous voyez, là ça va se finir, je sais pas, quand est-ce que ça finit fin mai, ça commence là, mai, début juin, machin. Et puis on va rattaquer en octobre les enregistrements. Enfin, ça va relativement vite, ça s'enchaîne et ça passe vite, malheureusement, j'ai envie de dire, mais on a toujours plaisir justement à revivre ensemble ces saisons qui sont incroyables. Ouais, alors vous êtes là depuis 11 ans, on l'a dit. Qu'est-ce qui vous frappe le plus chez les candidats? Est-ce qu'il y a eu une évolution depuis 11 années? Il y a forcément une évolution parce que les candidats sont beaucoup plus affûtés, ils sont prêts à faire face aux épreuves qu'on leur demande parce qu'ils regardent, ils se nourrissent de Top Chef depuis des années. Donc, depuis quelque temps, il y a même des étoilés parfois, hein, même des chefs une étoile qui participent. Oui, on en a eu, absolument. David Gallienne, je pense notamment. On en a eu. Gagné. Il y a une espèce je sais pas, d'émulation. D'émulation, mais de spontanéité, de créativité, de facilité parfois à aborder les épreuves. Parce que même nous, des fois, on se dit, oh là là, qu'est-ce qu'ils vont faire? On se pose la question, qu'est-ce qu'on aurait fait nous? Mais voilà, ils ont cette capacité à réagir très très vite. Ils sont très vifs d'esprit. Mais c'est vraiment bien de faire ça à côté d'eux. Et on se nourrit aussi de leur culture, qui n'est pas forcément la même que la nôtre, parce que ils ont des outils qui leur permettent justement d'avoir une vision beaucoup plus large aujourd'hui que nous on l'avait avant, avec les réseaux sociaux, avec Instagram, avec Internet. Donc ils ont une grosse connaissance de ce qui se passe dans l'actualité culinaire dans le monde entier. Alors vous, je sais que vous adorez ça et cette compétition. Dans votre jeunesse et quand vous avez commencé, vous étiez ce qu'on appelle une bête à concours, vous en avez fait plein. Est-ce qu'aujourd'hui, là, Philippe, vous auriez 30 ans, 25, 30 ans, vous participeriez à Top Chef? Peut-être. Vous le feriez? Je dis pas non. Je dis pas non. C'est vrai que j'aime beaucoup faire le qui peut battre. J'adore ça. C'est mon épreuve préférée, moi, avec la boîte noire. J'adore ça. Et peut-être. Ça revient cette année. Qui peut battre Philippe Etebès. Alors mais sauf que je le fais pas. En fait, je le fais pas tout simplement parce que je me suis fait opérer du genou et que à ce moment-là, je boitais beaucoup. Je venais juste de me faire opérer et je pouvais pas galoper. C'était impossible. Donc je dis je peux pas. Oui, il faut courir un peu au garde-manger. Et puis ils te mettent toujours au bout du bout. Donc alors en plus t'as la moitié du temps. Ils te mettent au bout de tout. C'est très compliqué. Donc là je pouvais pas le faire. Je pouvais vraiment pas le faire. Physiquement, j'étais pas prêt. Bon, et alors la grande nouveauté cette année, c'est le partenariat avec Michelin, le guide rouge qui décerne chaque année les étoiles aux cuisiniers. Alors en quoi ça va consister, Philippe, pour qu'on comprenne bien? Le partenariat. C'est un sacré partenariat. C'est un sacré partenariat parce que Top Chef est une marque très forte, Michelin aussi, et je trouve que l'association aujourd'hui de Michelin et Top Chef, elle a du sens parce que depuis des années, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de candidats de Top Chef qui au bout d'un an, voire même 2 ans, obtiennent une étoile au guide Michelin. Aujourd'hui, Stéphanie Lequelec, Stéphanie Lequelec en est la preuve. Elle a gagné Top Chef. 2 ans après, elle avait 2 étoiles. Enfin bon, elle a un parcours incroyable. Et il y en a beaucoup d'autres comme ça. Michelin avait déjà eu l'occasion d'intervenir sur Top Chef au cours d'épreuves. Pas de manière aussi récurrente, mais je trouve que cette association a du sens et elle les dépoussière aussi, eux, parce qu'ils ont parfois mauvaise presse. Mauvaise presse. Alors, qui n'a pas mauvaise presse, dites-moi. À chaque fois, il y a toujours des choses à redire. Il y a tout le temps, il y a des polémiques, mais forcément. Non, mais on dit d'eux qui se modernisent pas assez. Là, c'est une manière aussi de se déboussiérer, de s'associer avec Top Chef. De faire parler d'eux différemment, mais je crois qu'il faut savoir aussi évoluer. On en a tous besoin. On a tous besoin de faire des choses nouvelles justement pour se démarquer ou pour faire avancer le public. Je veux dire, ils le font avec Top Chef. Je trouve très très bien. Et surtout, ça a du sens. Ça a vraiment du sens. Et nous, ça nous a permis de voir, à travers les épreuves du guide Michelin, comment ils décortiquaient une assiette.
On ne savait pas ça. Vous saviez pas. Et là, c'est vraiment une première pour nous. Ben non, on ne sait pas qu'on vient dans l'établissement. Qu'est-ce qui vous a étonné qui regardait? C'est cette espèce de précision, c'est presque chirurgical quand il décortique une assiette, c'est incroyable. C'était vachement intéressant. Et vous ne les avez pas vus, hein? Ah non, même vous, par contre, tout était fait pour pas il y avait des protocoles, là, il y avait un cordon sanitaire. Qui était mis en place, c'était incroyable. On n'avait pas moyen de les voir. Et vous avez essayé? Non, même pas. Non. Mais c'était super intéressant de les voir évoluer et analyser les assiettes, je trouve. Mais ce qu'il faut rappeler aussi, c'est que cette association, bon, je trouve qu'elle est très bien, mais ça c'est mon avis. Mais au-delà de ça, parce que ça a fait beaucoup parler, cette association par rapport à l'étoile, il faut se dire que c'est une étoile éphémère aussi, c'est pas acté. Alors on rappelle, parce qu'on l'a pas dit, mais le vainqueur cette année ouvrira son restaurant. Exactement. Et pourrait, c'est pas sûr, hein, mais pourrait avoir une étoile Michelin d'entrée. Voilà, c'est pas obligatoire et ça reste éphémère. C'est un restaurant éphémère, ça va durer 2 mois, puis après on va passer à autre chose. Mais effectivement, c'est pas dit que le candidat ou la candidate aura une étoile à la fin du concours. Mais quand on sait, Philippe, que certains chefs bossent des années, vous le savez, vous aussi, pour avoir une étoile, est-ce que le fait d'en recevoir une comme ça quasi immédiatement, ça dévalorise pas un peu la Oui, mais il faut remettre ça dans le contexte du jeu, de Top Chef, de ce concours. Ouais. Voilà, c'est une association qui a été faite comme ça pour marquer le coup. Et on se dit aussi quand même que globalement, les candidats en plus qui arrivent en finale ont un niveau très élevé, très bon. Alors c'est vrai que ça prend du temps, c'est beaucoup de travail pour obtenir une étoile, c'est dans la durée, c'est dans la régularité. Mais on ramène ça au concours. Les candidats ont été jugés 8 fois par les inspecteurs du guide. Alors oui, ils savaient que c'était aux inspecteurs qu'ils envoyaient l'assiette. Mais attention, dans des conditions qu'on n'a pas nous dans nos restaurants. C'est 45 minutes, 1 heure ou 1 heure et demie en fonction des épreuves, avec des journalistes qui posent des questions. C'est super difficile. Et néanmoins, il y a eu des assiettes qui sont sorties qui étaient de très très haut niveau. On a un peu l'habitude, donc on a matière à comparer. 8 fois, c'est pas mal. Ils font combien de fois un resto, les inspecteurs du guide, dans l'année? 2 fois? Un restaurant, une fois ou deux? Ça dépend, une fois, 2 fois. Ouais. En fonction du niveau. Pour un 3 étoiles, je pense qu'ils viennent au moins 7, 8 fois, peut-être 10 fois. Ah oui, d'accord. Je ne sais pas exactement, mais c'est à peu près ça. Donc, oui, il y a des contrôles. Bon, mais nous, c'est vrai qu'on n'est pas au courant. Voilà. Vous avez une étoile dans chacun de vos 2 restaurants. Oui, et puis vous espérez une bonne nouvelle, non, pour lundi prochain? C'est lundi. Ah, punaise. Vous priez pour Maison Nouvelle? Non, mais oui, j'aimerais vraiment à Maison Nouvelle qu'on ait cette 2e étoile. Ouais. Au fond de moi, je pense qu'on la mérite. Après, bien sûr, en étant objectif, je suis quelqu'un de très objectif et j'analyse les choses de manière assez précise et surtout quand elles me concernent. Ça fait 3 ans qu'on a ouvert et aujourd'hui, le niveau auquel on est très bon. Et pour moi, je considère qu'on y est. Et surtout pour mes équipes. Voilà, je pense à mes équipes qui sont à fond taqués, dedans aussi. Ils veulent, voilà. On verra. Après, c'est pas moi qui décide et on respectera le choix du guide Michelin. Mais on y croit, ouais. Il y a un coup de fil généralement la veille, vous le savez, la veille pour le lendemain, non? Alors, il fut un temps où on le savait un petit peu avant. Mais là, je peux vous dire qu'aujourd'hui, c'est terminé. C'est cloisonné, on ne sait absolument rien. Est-ce qu'il y a toujours cette peur quand on a une étoile, notamment, de la perdre? On l'a vu ces dernières années, des restaurants aussi extraordinaires et prestigieux que Bocuse, Guy Savoy, Georges Blanc cette année ont perdu une étoile, ça paraît fou. On pensait que ces 3 étoiles-là étaient éternelles. Oui, ça paraît fou. Après, c'est le risque quand on est au plus haut niveau. C'est comme un sportif. Il est en haut à un moment donné, puis forcément, on n'y est pas tout le temps. C'est vrai que pour Georges Blanc, c'est un peu dommage parce qu'il a été un des représentants de la gastronomie française depuis de nombreuses années. Alors, il y a des débats aussi par rapport à ça. Est-ce que le guide Michelin ferait pas mieux de faire une classification un peu spécifique pour ces établissements, les historiques? Je pense à Guérard, je pense à Eberlin, je pense à Bocuse, je pense à Trois Gros, enfin, je pense à toutes ces maisons emblématiques, à mon avis, qu'il ne faudrait pas toucher. Voilà, ça c'est mon avis aussi. Voilà, ils sont là. Ce sont des indétrônables. On ne les classe plus parce que ils ont fait ce qu'est la gastronomie française aujourd'hui et ils l'ont fait connaître dans le monde entier. Bon, après voilà, ça évolue. On peut gagner, on peut perdre. Ça fait partie du jeu. C'est comme ça. Et il faut l'accepter aussi. Alors une autre problématique qui revient chaque année dans Top Chef, c'est le faible niveau des femmes. Cette année encore. Le faible nombre des femmes. Pardon.
Non, lapsus, pas révélateur, pas révélateur. Oui. Non, en plus, je suis une femme. Non, le faible nombre. C'est vraiment le faible nombre. Le faible nombre. Elles sont que 3 encore, et même sur les 27 étoilées de Top Chef, elles sont au nombre de 5. Comment vous l'expliquez? C'est parce que c'est le reflet de la profession. C'est quoi le reflet de la profession? Qu'il n'y a pas beaucoup de femmes. Oui, mais pourquoi? Je ne sais pas. Je pense que c'est aux femmes qu'il faut demander, en fait. Parce que ça demande peut-être beaucoup de temps aussi, d'investissement. Vous êtes mal placé parce que vous avez que des femmes, je crois, dans vos restos, quasiment. Donc j'ai plein de filles. J'ai plein de filles. Camille, alors j'ai 2 Camille. Oui, Camille. Alors il y a Camille, la première, c'est la chef de cuisine, Camille Durand. Camille Maury, qui est la sous-chef. J'ai mis nom d'Objectif Top Chef et qui est maintenant sous-chef à Maison Nouvelle. Donc j'ai beaucoup de filles moi dans ma cuisine. C'est plutôt cool. Après, pour ce qui est de Top Chef et des concours en règle générale, écoutez, je sais pas, c'est pas faute, je pense, je sais pas, de faire les appels du pied, mais je ne saurais pas vous répondre pourquoi il y a pourquoi pas aussi un 100% peu de filles. Féminin, nous on s'était dit, ce serait un joli coup d'M6 de faire un 100% féminin. Oui, peut-être, il faut leur dire alors. Ouais. Non, on leur dit là. On leur dit, on espère qu'ils nous écoutent. Alors ça veut dire quoi? Est-ce qu'il faudrait faire un concours masculin et un concours féminin? Non, mais une année, un 100% féminin. Ah oui. Ça marquerait le coup. On aurait le droit d'être dans le jury ou pas? Ah bah bien sûr. Bah oui. Je pensais à vous ce week-end, Philippe, je regardais avec mon fils Ratatouille pour la 250e fois, qui est un film que j'adore, j'imagine que tous les cuisiniers aiment malgré tout. Le credo dans ce film, c'est ce que dit le chef Gusto: tout le monde peut cuisiner. Et effectivement, c'est un rat qui le fait. Et en même temps, vous dites, attention, en France, n'importe qui peut ouvrir un resto. Est-ce que vous pensez que c'est pas assez régulé, la profession là-dessus? Absolument. Parce que vous dites, ça peut être dangereux, notamment au niveau des normes, de l'hygiène, vous le constatez vous-même parfois dans dans Cauchemar en cuisine, j'ai affaire à des gens qui, parce qu'ils avaient une lubie, parce qu'ils soi-disant qu'ils aimaient cuisiner chez eux, ils décident d'ouvrir un restaurant. Et aujourd'hui, tout le monde a accès à l'ouverture d'un restaurant. Il suffit de faire une formation de 2 jours et demi pour qu'on vous donne le droit d'ouvrir un restaurant. Ce qui est absolument anormal. Bah oui, ce n'est pas logique, ça n'est pas normal. Un coiffeur doit avoir un diplôme, des années d'expérience. Je sais pas, je me vois pas moi demain ouvrir un cabinet de dentiste et me voir chirurgien dentiste comme ça parce que j'adore. Diplôme de médecine pour ça, mais un resto effectivement non, on a besoin de rien. Il y a besoin de rien. Et je crois qu'il faudrait vraiment réguler les ouvertures de restaurants. C'est sérieux parce que il y a des règles à respecter, d'hygiène. Une formation est nécessaire aussi. On ne peut pas faire n'importe quoi dans un restaurant. Et ça peut être effectivement dangereux. Et alors, pour la première fois cette saison, il y a un couple en compétition. Philippine et Charles, c'est un couple de restaurateurs. Ils ont un restaurant à Paris dans le 18e. Qui concourent chacun pour soi. Oui, ils seront adversaires, il faut bien le préciser. Ils ne font pas équipe. Ah, mais ça aurait été trop facile. Oui, parce qu'ils avaient un avantage. Vous, Philippe, vous travaillez aussi avec votre femme Dominique. Qu'est-ce que ça représente pour vous? Ça représente beaucoup. Ça représente beaucoup, je veux dire, c'est elle qui gère la patronne. C'est la patronne. C'est elle la bosse à la maison. Et non, mais c'est une chance énorme de pouvoir travailler dans cette configuration et c'est ce qui me permet de faire ce que je fais aujourd'hui parce que si elle n'était pas là ce serait beaucoup plus compliqué. Donc elle tient la boutique quand je ne suis pas là. Ici Dominique, et c'est vrai qu'elle est très discrète oui, mais on est très discret sur notre vie privée. C'est vrai que voilà, ça c'est notre jardin secret. Votre femme et votre fils, vous préférez les laisser à l'écart de ça? Complètement. Qu'ils n'aient pas à subir cette il n'y a pas besoin, franchement. Je pense qu'on vous a proposé les unes de match, mais ça va. Alors heureusement qu'il y a TV Magazine, vous faites la couverture et vous en dites un peu plus grâce à notre journaliste spécialiste Emmanuel Lito, qu'on salue ici, qui a interrogé votre femme et qui nous a fait des révélations surprenantes. Elle nous a dit: Philippe et moi on est opposés. Pour moi la musique c'est du bruit, la ville c'est une contrainte. Je peux pas rester à table 4 heures sans difficulté. Et pourtant on se regarde à chaque fois évoluer sans avoir besoin que l'un et l'autre se ressemblent. C'est l'un des secrets de notre couple. C'est beau ce qu'elle dit. C'est magnifique. C'est ça le secret de votre couple aussi. Oui, c'est notre différence en fait. On est complètement différents, on n'a rien à voir. Elle est plus cérébrale, elle est plus posée, elle est plus contemplative des choses. Que vous, Moi, je vais vite. Mais j'ai toujours été comme ça, donc voilà, ça fait un équilibre. Et puis c'est vrai qu'elle me calme aussi. Elle vous apaise. Ça fait combien de temps que ça dure? 30 ans.
30 ans. Eh ben c'est beau. Hein. Félicitations, hein, c'est magnifique. Alors, je sais aussi que vous avez plein d'autres activités, Philippe. Hein. La moto, la plongée, la batterie, c'est une partie d'oxygénation. Et il se trouve que notre invité d'hier, Xavier Demoulin, que vous connaissez, puisqu'il travaille sur M6, avait une question à vous poser sur l'une de vos passions. Je vous propose d'écouter et de lui répondre juste après. Cher Philippe, j'ai deux questions en une. En fait, tu es quelqu'un d'extrêmement physique, et tu as un physique très imposant, mais tu es aussi, on le sait moins, un homme qui est doux et un homme qui aime le vivant et les animaux. Tu avais des chevaux de mémoire il n'y a pas si longtemps à la maison. Est-ce que c'est toujours l'actualité? Est-ce que tu es toujours en contact avec les chevaux? Qui s'en occupe quand tu es en tournage et que tu n'es pas là? Et quel est aujourd'hui, à date, ton niveau d'équitation? Ah, très bonne question. J'ai pas entendu la fin. Quel est ton niveau d'équitation? Mon niveau d'équitation, il est pas fou. Puis j'en ai même pas de niveau. Moi, c'est que du plaisir. Alors ma femme est passionnée de cheval. Moi, j'aime aussi les chevaux. J'aime ce contact avec l'animal. Vous en avez alors? Oui, on en a. Ouais. Alors moi, j'ai un gros percheron qui fait 1 tonne 2. C'est un réformé du Puy du Fou. Comme ça, il est énorme. Il est gentil comme tout. Et j'adore ce contact. J'aime bien être contre le cheval, j'adore ça, je sais pas pourquoi. Il y a une espèce c'est même pas un rapport de force, mais je trouve cet animal tellement impressionnant, tellement gentil, et il vous renvoie ce que vous lui donnez à chaque fois. Vous pouvez pas tricher avec un cheval, avec un animal en général, mais encore moins avec un cheval. Il sent quand vous êtes stressé, il sent quand vous n'êtes pas bien. Donc il faut justement être apaisé et ça fait vraiment du bien, donc j'adore ça, mais j'ai pas un niveau d'équitation, pas un niveau de dingue. Pas du tout, non, mais pas du tout. Entretenir les chevaux, évidemment, ça coûte cher. Top Chef, Cauchemar en cuisine, on sait que c'est rentable de travailler sur M6 ou pas. Vous avez dit récemment que j'étais un peu radin. M6, c'est vrai ou pas? Oui, c'est vrai, j'ai dit ça pour rigoler. C'est la réputation d'M6, on le dit de manière globale. Ouais, c'est ce que j'ai toujours entendu. Que Nicolas de Taverneau n'y est plus, hein. On disait ça de l'ancien patron. Il est parti, Nicolas de Taverneau, il paye mieux maintenant. Non, ça n'a pas changé. Et puis franchement, c'est pas. Je pense pas, c'est pas ce qu'on recherche. Et je ne vis pas de la télé. Je vis de mes établissements, de mon métier, et c'est avec ça que je continuerai à vivre de toute façon. Donc voilà. Mais ça va bien. C'est pas. Il y a pas de souci là-dessus. Mais je vous remercie beaucoup, Philippe Etchebest, avec plaisir. Passez nous voir. Je rappelle que la 16e saison de Top Chef, ça débute demain, 21h10 sur M6. Soyez au rendez-vous pour cette saison exceptionnelle, en partenariat notamment avec le guide Michelin. On vous retrouve également dans Cauchemar en cuisine, et puis à la table de l'un de vos 4 restaurants. Et on croise les doigts pour lundi. C'est ça, Maison Nouvelle. Pour Maison Nouvelle, on verra. On pensera à vous lundi matin. On attend ça. Et nous, Sarah, on se retrouve dès demain pour un nouveau Buzz Télé avec le commentateur vedette de la Formule 1 sur Canal+. C'est Julien Febvre qui sera avec nous demain. D'ici là, prenez soin de vous et merci encore de votre fidélité.